Bon, bah, je vais déjà commencer. Donc, bonjour. Je vais juste commencer par juste situer mes recherches. Donc, je travaille sur l'espace dans et des séries. Donc, l'espace dans les séries, c'est surtout pour essayer de comprendre comment les mondes fictionnels dans lesquels on va s'immerger pendant des décennies parfois vont être construits. Donc, au niveau du scénario, de la réalisation et de la sonorisation. Et du côté de l'espace des séries, là, c'est vraiment pour comprendre comment les espaces hors et en ligne, merci, comment les espaces hors et en ligne vont en fait être utilisés pour accompagner et prolonger l'expérience donc de la série. Et là, aujourd'hui, je vais me concentrer donc sur les créations qui vont nous permettre d'investir auditivement donc l'univers fictionnel et qui sont présentes surtout sur les plateformes comme TikTok et YouTube. Ok, et ça, je vais le faire en étudiant déjà, en me demandant quelles vidéos, donc des formats relatifs à cette plateforme, donc incitent à créer, et ensuite, donc, quel est le rôle de ces vidéos au sein des communautés de fans. Et je vais le faire donc en me concentrant sur 3 formes de création / pratique. Déjà, donc les vidéos qui accompagnent donc le shifting et qui vont être là pour aider à transiter vers le monde fictionnel au sein duquel le fan pourra élaborer des fanfictions audiovisuelles qui s'articulent autour de sa personne. À côté de ça, donc, il y a tout ce qui est ASMR roleplay donc, et qui va permettre de s'immerger dans le monde fictionnel et de fréquenter sur un mode très singulier les personnages de la fiction. Mais je vais commencer par me pencher sur les ambiances faniques qui vont nous permettre de nous transporter dans un lieu précis. Et là, j'ai mis un exemple d'ambiance qui veut nous emmener dans le bureau d'Hannibal Lecter. Si ça passe. Je ne sais pas si on a bien entendu, mais on a, oui quand même, donc ça va, on entend des bruits de pas, de portes et de feux de cheminée qui sont en fait là pour instituer la présence d'Hannibal Lecter. Et on se rend compte que ça stresse quand même certains internautes et ça prouve quand même que ça fonctionne, les ambiances. Donc ça nous emmène bien pour le meilleur et pour le pire donc dans l'univers dans lequel habite le personnage. Et par rapport à ces ambiances, ce sont des aléas qui sont reconstruits en utilisant donc, ce que Michel Chion appelle les sons territoires, donc des sons qui sont vraiment là pour évoquer un lieu précis. Donc, et là, on se rend compte que les fans se font concepteurs sonores et vont utiliser ce genre donc de son territoire. Et ils vont l'utiliser pour reconstituer par exemple les cafés, les bars que les personnages ont l'habitude de fréquenter, mais aussi leur maison souvent, donc, et tout particulièrement leur chambre, leur salon et leur cuisine. Mais ça va aussi concerner par exemple une bibliothèque dans laquelle on pourra être en compagnie donc, de Spencer Reid, donc un personnage justement d'esprit criminel. Et une précision quand même, c'est que ce sont les mêmes sons qui sont réutilisés d'une vidéo à l'autre. Et ça, c'est parce que les internautes vont utiliser des banques de données sonores libres de droit pour faire ces vidéos. Et partant de là, je me suis demandé ce qui singularisait donc ces sons, ce qui leur permettait d'évoquer précisément un lieu précis plutôt qu'un autre. Et donc, on peut citer 2 grands éléments. Déjà, le fait qu'il y a des descriptions qui sont fournies et qui vont nous renseigner sur le lieu spécifique où on est. Donc on va nous donner des repères géographiques qui nous ancrent donc dans une position précise. À côté de ça, on a aussi tout ce qui est, donc toujours au niveau de la description, des conseils concernant, enfin des suggestions concernant ce qui pourrait advenir dans le lieu où on nous a inscrits. Donc ça, ce sont des intentions qui nous sont prêtées et qui vont nous permettre aussi de poser le décor finalement. Et ça va avoir la même utilité que les photogrammes ou les dessins, les illustrations qui vont accompagner ces ambiances. Un autre élément maintenant, non textuel mais plutôt donc, la sonore, il y aura la voix aussi, donc des acteurs qui vont être
intégrés dans les ambiances pour qu'on soit en fait bien dans leur univers, en train de les écouter. Donc parler, généralement, ce sont des dialogues qui vont être pris. Donc on est juste près des personnages, on est assez près en tout cas pour les entendre communiquer entre eux. Et donc, second élément sonore très important dans les ambiances, ça va être, enfin très important dans certains cas, ça va être la musique. Et on se rend compte que en fait, sa présence n'est pas du tout systématique dans les ambiances, elle ne va être intégrée que dans les séries où les personnages vont être canoniquement donc férus d'un genre musical précis. Donc c'est pour ça qu'on en a par exemple dans Supernatural, parce que donc Sam et Dean, donc on a l'habitude d'en écouter quand ils roulent dans leur voiture, et les ambiances qu'ils veulent nous placer donc dans l'Impala vont utiliser elles aussi donc du rock. Et je vous parle de tout ça parce que donc, ça reste assez rare dans les ambiances traditionnelles, mais il y a un sous-genre d'ambiance précis que j'appelle donc les ambiances OST qui, elles, s'articulent vraiment autour donc de la musique. Et là, il y a donc un petit extrait encore. Et donc, premier point concernant ces ambiances, donc, qui diffèrent beaucoup des ambiances traditionnelles, c'est en fait, c'est surtout qu'on se penche sur les commentaires des internautes, c'est qu'on se rend compte qu'ils vont souvent indiquer qu'ils écoutent ces ambiances en lisant la version papier de l'œuvre, déjà. Sinon, ils vont aussi citer des répliques célèbres du livre en question, ou dans d'autres cas plutôt évoquer ce qu'ils ont éprouvé la première fois qu'ils ont donc visionné l'adaptation de la série, puisqu'il s'agit souvent d'ambiances qui sont faites pour des adaptations sérielles. Et enfin, on a donc des commentaires où on va plutôt parler de la musique en général, de sa puissance émotionnelle. Et ce qui m'a intéressée avec ça, c'était de comprendre pourquoi dans ces ambiances OST, il y avait une certaine distance qui était maintenue vis-à-vis de l'univers fictionnel, en fait, vu que là, on se rend compte que les internautes ne sont pas en train de s'envisager du tout comme des personnes qui visitent temporairement donc, l'univers fictionnel. Et j'ai 3 hypothèses. Déjà, c'est que les descriptions qui accompagnent ces ambiances sont beaucoup plus factuelles. On n'a pas en fait d'indication concernant ce qu'on pourrait faire dans cet espace. On a vraiment seulement des repères géographiques et aussi donc des faits historiques relatifs au lieu. La deuxième hypothèse, c'est le fait qu'on est dans des espaces qui sont beaucoup plus vastes. On va souvent nous mettre dans une ville et surtout ne pas nous indiquer où on est dans cette ville. Alors que du côté des ambiances donc, traditionnelles, celles qui sont plus axées sur le son, on va vraiment être placé dans une pièce, un habitacle, quelque chose qui est beaucoup plus en fait, restreint, donc vraiment en huis clos. Et donc, le dernier élément pour moi qui va séparer les deux, ça va être le fait que les ambiances donc, de type OST ont une musique qui a une source qui est extra-diégétique, donc, alors que celle des ambiances traditionnelles a une source qui est diégétique, ce qui a forcément un impact. Ça, c'est parce que, en fait, dans les ambiances donc, de type OST, enfin, les ambiances traditionnelles plutôt, on a des appareils qui ont une puissance d'émission qui est faible, donc, et ça suppose qu'il faut être tout près d'eux donc, pour entendre ce qui est en fait, le son d'où elles émanent. Et donc ça veut dire encore qu'il faut être proche des personnages qui les utilisent finalement. Et ça va aussi être allié avec le fait que ce sont des vidéos qu'on va écouter en utilisant donc, des écouteurs binauraux. Et là, donc, je vous ai mis donc, un article de Paul Roquet qui nous dit qu'en fait, en mettant des écouteurs binauraux, on se crée à chaque fois des espaces acoustiques individuels qui deviennent une propriété privée. Donc ça veut dire qu'on fait de l'univers fictionnel sa propriété. Et ça, c'est pendant donc, de nombreuses heures, vu que comme Louisa le disait au début, on a en fait des vidéos qui vont parfois faire 8 heures. Finalement, donc la même durée que certaines deep dive qui vont donc analyser une œuvre pendant 8 heures pour comprendre son contexte de production et de réception et analyser ses personnages et les arcs narratifs. Et donc, ce qui m'intéressait là-dessus, c'était qu'en fait, on a souvent donc, des ambiances qui ont une durée qui est très longue, ce qui fait que ce sont des vidéos qui peuvent générer du revenu.
Et là, pour simplifier très rapidement comment fonctionne donc la monétisation sur YouTube, il faut en fait 2 grands seuils à franchir pour que la chaîne génère des revenus. Déjà, il faut avoir donc, plus de 500 abonnés et avoir plus de 3 000 heures de vues. Et sachant que donc, les ambiances vont être écoutées donc, par les auditeurs qui vont s'endormir souvent parce qu'ils se sentent en fait en sécurité en étant proche du personnage, on se rend compte que le cap, en fait, enfin, l'objectif des 3000 heures de visionnage, va être très vite atteint pour des vidéos de 8 heures finalement. Et ça veut dire qu'on a affaire à un type de production qui va pouvoir en fait s'éloigner du free fan labor, donc, où en fait les fans vont produire des contenus qui vont pouvoir permettre à l'œuvre de circuler dans l'espace public, donc de rester important sur le devant de la scène sans en fait que les fans soient rémunérés pour tout leur travail de production. Alors qu'avec vraiment les ambiances, là on peut commencer à toucher un pécule ou quelque chose. Et donc ceci étant dit, pour les ambiances, on peut continuer cette réflexion sur donc, tout ce qui est création audio qui nous permet de faire de l'univers fictionnel donc, une propriété privée en parlant donc du shifting, qui est une pratique qui a vraiment explosé sur TikTok en 2020, donc pendant la pandémie, quand il y avait un besoin donc, d'être ailleurs. Et c'est une pratique donc, qui est prisée surtout par les adolescents et les jeunes adultes qui vont donc en fait utiliser leur subconscient pour atteindre un ailleurs qu'ils désirent atteindre. Donc. Et donc, on a vraiment sur cette plateforme tout un tas d'outils qui vont commencer à circuler massivement à partir de 2020. Donc, comme par exemple ce genre de matière visuelle où on a des éléments, enfin, des images de la série qui nous permettent qui nous aident à transiter donc, vers le lieu qu'on veut atteindre encore une fois. À côté de ça, et un exemple que je trouve très intéressant, ça va être en fait le fait de créer des compilations donc, de vidéos qui sont en fait des extraits de bêtisiers de la série où en fait on va qui sont à envisager comme ayant été des moments de la vie courante capturés par la personne qui a shifté dans sa nouvelle réalité. Donc c'est vraiment là l'idée de recontextualiser le paratexte pour en faire en fait des images qui se trouveraient dans la galerie du téléphone de la personne qui a shifté. Et on se rend compte qu'il y a vraiment, donc en amont du shifting, tout un travail de préparation. Donc les gens vont écrire des scripts qui vont bien déterminer donc, l'identité qu'ils vont endosser dans ce qu'on appelle la DR, donc la Desired Reality. Donc, donc ça concerne donc, des éléments biographiques, mais aussi donc, comment le monde va fonctionner. Et on se rend compte qu'ils vont détailler beaucoup d'éléments, et par exemple, le rôle de la musique. Donc là, on nous dit que la musique dans ce monde-là va être entendue de manière extra-diégétique, donc au moment clé où en fait il y a des éléments, enfin des événements donc émouvants, et que ça ne va pas du tout perturber donc les personnages avec qui la personne qui a shifté est en contact, parce qu'en fait ils auraient l'habitude de ce genre d'intervention donc ex nihilo de la musique. Et ça montre finalement comment les spectateurs, internautes, fans ont intégré vraiment donc, tous les procédés de mise en scène, vu qu'ils vont les intégrer aussi en fait, dans leur imagination. Donc tout ce qui est montage, tout ce qui est esthétique de la série. Et vu que dans les vidéos dans lesquelles ils relatent donc, leurs expériences, ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils shiftaient, ils vont souvent dire « a cut later I was ». Donc il y a vraiment des ellipses qui vont être intégrées comme transition en fait, entre les événements majeurs. Et donc par rapport à ces vidéos de retour, on se rend compte qu'elles vont être très axées autour de la parole, vu qu'en fait c'est quand même de la restitution d'expérience, et donc c'est quelque chose de très verbal, comme toutes les vidéos aussi qui vont précéder le shifting, où là ce sont donc des vidéos où on explique comment en fait shifter, et aussi donc les expériences personnelles que chacune veut vivre dans l'univers fictionnel de son choix. Et ce qui diffère beaucoup donc des vidéos qu'on va utiliser au moment de shifter, donc comme ces matières visuelles qu'on a vues tout à l'heure. Donc ces vidéos-là sont beaucoup plus courtes, elles durent donc 40 secondes par rapport aux autres qui durent en moyenne quelques minutes. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça change un peu la manière dont on peut catégoriser ce qui rend les vidéos de forme courte intéressantes. Donc Feng et d'autres chercheurs disaient qu'il y a 3 éléments qui rendent les vidéos comme TikTok intéressantes, attractives. Donc déjà le fait que ce sont des contenus
qui sont émouvants ou drôles. Après, le fait que ce sont des contenus qu'on peut partager très facilement. Et enfin, ce sont des contenus qui, du coup, j'oublie le dernier. Oui, donc ils sont très aisés à parcourir vu qu'on pourra scroller. Et il me semble qu'avec des vidéos qui permettent d'aller dans le monde fictionnel qu'on veut et qui durent 40 secondes, ça incite à ajouter à la liste le pouvoir de séduction de la forme brève, vu qu'ici on a des internautes qui doivent, avec le peu qui est partagé, faire beaucoup par eux-mêmes, donc en invoquant tout un monde. Donc, pour terminer, je voulais parler rapidement de l'ASMR roleplay, juste en commençant par rappeler que l'ASMR, ce sont des vidéos qui doivent en fait nous détendre en utilisant des stimuli auditifs et visuels. Et il existe deux grands types de vidéos ASMR, celles qui vont être vraiment centrées sur les objets, qui sont toujours filmées de près et placées près du micro pour nous faire vraiment entendre le bruit qu'ils produisent. Et à côté de ça, celles qui sont centrées sur les individus où le corps et le visage de l'ASMR artiste va apparaître pendant qu'il ou elle rejoue des activités de la vie quotidienne. Et on se rend compte que ces activités sont souvent des activités déplaisantes, comme un rendez-vous chez le dentiste. Ce qui a conduit Jocelyne Anderson à se demander pourquoi, comment ça pouvait avoir une visée relaxante. Et son hypothèse, c'est parce que, l'ASMR artiste, à ce moment-là, se soucie de nous entièrement. Donc, ça veut dire que ça se charge d'une dimension affective positive, finalement. Et il me semble qu'on peut appliquer ça aussi aux vidéos d'ASMR qui sont axées sur les personnages de série. On est dans le même ordre d'idées, le personnage est en fait concentré sur nous. J'accélère un peu, mais ok. Mais j'ajouterais à ça que si les actes performés dans ces vidéos consacrées à Westworld, où en fait on va être démembré, notre cerveau va être fouillé, si ça reste relaxant, c'est parce que les actes et les paroles de l'ASMR artiste vont toujours demeurer empreints de douceur, ce qui les teinte de sollicitude. Ça veut dire que l'attention de l'ASMR artiste n'est pas toujours bienveillante, mais le fait que tout son temps, son attention soit dirigée sur nous, ça s'apparente finalement à une forme de soin. Et je voulais vous montrer que les intentions de l'ASMR, les intentions importent peu, vu que la manière dont il s'adresse à nous, en vous montrant un tout petit extrait d'une vidéo ASMR tirée, axée autour de The Walking Dead. Et pour terminer, ce qui m'intéresse ici, c'est que le contact visuel va tout le temps être maintenu avec le spectateur, vu qu'on a des regards en caméra. On se rend compte que l'ASMR artiste va marquer des pauses aussi quand il a posé une question, comme si une réponse lui était parvenue. Donc tout ça, ça fait que ce sont des éléments qui établissent ce que Michel Zapavigna nomme la coprésence, donc le fait d'être perçu par autrui tout autant que sur celui d'être perçu finalement. Et dans les ASMR roleplay, les personnages de série reconnaissent notre présence dans l'univers fictionnel qui peut, à partir de là, devenir vraiment un espace interpersonnel finalement. On est vraiment dans un univers qui va se densifier aussi, vu que lorsqu'on va d'une vidéo ASMR à l'autre, et que on va pouvoir en fait entendre les différents points de vue que les ASMR artistes ont à propos de l'univers, mais qu'ils vont exprimer par le biais du personnage qu'ils incarnent. Et juste pour terminer, dans les vidéos ASMR, une dernière particularité, c'est qu'en fait, on va nous parler en murmurant, vu que la communauté ASMR est surnommée la communauté des murmures. Sauf que le murmure, ça induit vraiment une proximité, une certaine familiarité. Et ça aussi, ça va vraiment concourir à nous donner le sentiment qu'on est proche, déjà physiquement, mais aussi sentimentalement proche du personnage. Et on peut juste conclure en remarquant que l'ASMR roleplay a commencé aussi à s'exporter sur TikTok. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus court et ça change encore une fois la donne, vu que là, on n'est pas dans l'immersion,
on n'essaie pas de nous faire rentrer pour un bon moment dans la fiction et on ne prend pas soin de nous non plus sur une longue période. C'est vraiment plus de type POV, donc on essaye de nous montrer à quoi ressemblerait notre vie si on fréquentait tel ou tel personnage. Donc ça a vraiment une visée qui est plus humoristique, vu qu'on n'est pas sur le mode du « soyons ensemble, moi consommateur de la série et toi personnage… » enfin, moi consommateur de série et toi personnage de série incarné. On est davantage sur le mode du « rions ensemble de tel personnage, moi consommateur de la série et toi internaute parodiant ce personnage ». Donc moi je voudrais continuer toutes ces réflexions dans ma thèse, mais pour terminer, je dirais juste qu'on se rend compte déjà que l'ASMR, le shifting, etc., ça montre bien donc la dimension donc, spatiale de l'expérience télévisée, vu qu'on se rend compte que les mondes des séries donc, sont tellement vastes déjà dans les épisodes que les épisodes sont morcelés, mais ça fonctionne aussi pour donc, les créations faniques finalement, vu que les épisodes vont, enfin la réception donc, va être aussi articulée autour de différentes vidéos et chacune va fonctionner vraiment comme une escale, un lieu d'arrêt momentané donc, dans la diégèse. Et on a vraiment l'idée que la série est un espace donc, pluridirectionnel, ce qui se confirme déjà avec ses déploiements donc, sur une plateforme et puis sur une autre, mais surtout sur les expansions donc, constantes sur chacune de ces plateformes. Donc l'idée que les créations faniques aident à faire donc, des séries, des destinations culturelles prisées qui leur permettent de poursuivre leur conquête de l'imaginaire collectif. Voilà. Bravo pour ce respect scrupuleux du temps. J'ai speedé, mais voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour une question Oui, ou si je vois. Oui, je sais pas. Alors, une question, oui. Là, par rapport à la monétisation. Si vous pouvez venir, parce que pour que le public en ligne puisse entendre, s'il vous plaît. Par rapport à votre point sur la monétisation sur YouTube, vu que c'est des longues vidéos, puis la monétisation sur YouTube, obviously, c'est des publicités durant la vidéo, est-ce que ça fait pas l'inverse comme dans le cas du shifting ou quoi que ce soit, ça détruit pas l'engagement des fans? Moi, j'en ai écouté, puis il y a beaucoup de créateurs que j'écoutais qui se targuaient de ne pas l'utiliser justement, puis de rely sur des dons ou sur leur Patreon, par exemple. Est-ce que ça a un impact sur l'engagement des fans? Donc là, c'est clair que la question de la publicité qui va popper, c'est clair que ça nous sort totalement et en fait instantanément donc, de l'immersion. Donc soit en fait on pourrait utiliser des adblocks, même si ça devient de plus en plus compliqué avec les nouvelles politiques de YouTube, mais sinon il y a cette possibilité, donc le choix qu'ils vont faire de passer par d'autres moyens donc, pour se faire monétiser, mais enfin il y a toujours un moyen finalement donc, de rendre ce genre de création, donc, de les rendre monétaires finalement. Je travaille donc un peu sur les questions de l'inconfort et de la fatigue aussi sérielle par rapport à la quantité. On en a un peu parlé ces jours-ci. Donc je voulais faire une question qui pourrait sembler une blague, mais à partir du lapsus de ta citation où tu écris momentané. Oui. Donc je me posais la question. De quoi? Il y aurait Ah oui, oui. une question super importante là-dedans que je voulais aussi déjà poser à Louisa. Est-ce que ces expériences microscopiques par rapport à l'ampleur d'une série avec énormément d'épisodes et à la quantité de séries, ça serait un lieu de répit justement dans un contexte de fatigue. Enfin, justement, tu parles de gens qui s'endorment en regardant. Oui, après c'est parce que les ambiances ont vraiment une visée qui est à la base relaxante, donc on utilise des bruits doux justement pour favoriser donc l'assoupissement ou nous aider à nous concentrer. Mais du coup la question c'est est-ce que les… Est-ce que c'est comme une réponse à un surplus en tout cas ça fait… dépendant de ce contexte de multiplicité. Mais du coup par rapport à la longueur des vidéos, moi ça serait plus ma réponse en fait de se dire qu'on peut faire vraiment une escale pendant 6-7 heures donc, dans la fiction et on reste dedans en fait vraiment immergé dans cet univers au lieu donc d'enchaîner donc d'une série à l'autre ou de scroller donc sur d'autres réseaux sociaux, donc possiblement il faudrait fouiller davantage donc Merci, oui,